Bienvenue à toutes et à tous dans La Matrescence. Vous écoutez l'épisode 110 de la saison 5. Bonjour à toutes et à tous. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie pour redéfinir la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal et spécialisée dans le féminin. Et surtout, je suis maman de 3 petites filles. Bienvenue dans Matrescence. Je m'appelle Ella Maria Val, j'ai 4 ans. Ma petite sœur s'appelle Jasmine, elle a 1 an. Comment on dit Jasmine? Yahi. Oui. Comment on dit Ella? J'ai une autre sœur. Comment on dit Juju? Chouchou. J'adore ce podcast. Au revoir. Bye bye. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Ce podcast a vocation à vous aider, vous le savez. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, vous êtes celui ou celle qui sait le mieux pour votre enfant, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez désormais faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. Mais c'est quoi ça en fait? Ça sert à quoi? Eh bien, ça sert simplement à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois et en échange, vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties. Rendez-vous sur www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Patreon, ça s'écrit Patreon. Et dernière information, avant de vous laisser avec l'épisode, si vous cherchez un épisode en particulier, rendez-vous sur le site du podcast www.lamatrescence.fr. Tout y est. Qui ne s'est pas senti dans le brouillard pendant sa grossesse et surtout en postpartum? Qui n'a pas eu la sensation d'oublier 1000 choses essentielles et de se focaliser sur des détails qui paraissaient avant insignifiants? Si ça vous est arrivé, welcome dans le club du Mommy Brain, ou cerveau maternel en français. Bon, on est d'accord, ça sonne bien mieux en anglais. Avant, on aurait pu vous dire que vous étiez folle ou que ça n'avait aucune importance, mais maintenant, grâce à la neuroscience, on sait que votre cerveau a de super pouvoirs. En 2018, je découvre les travaux de Jodie Pawlowski, neuroscientifique canadienne qui fait de la recherche à l'université de Rennes. Ça fait 15 ans qu'elle s'intéresse au cerveau des mères et elle vient de sortir un livre, le Mommy Brain, où vous pouvez retrouver toutes les dernières recherches sur le sujet. J'ai eu le plaisir de le préfacer. Merci beaucoup Jodie. Dans cet épisode, Jodie vous parle de votre cerveau, des changements de l'instinct maternel, de la dépression du postpartum, mais aussi des grands-parents. Profitez, c'est précieux de l'entendre. Salut Jodie. Salut Clémentine. Je voulais te dire que c'était un plaisir de t'avoir à nouveau sur ce podcast. Je crois que tu es la première invitée que j'invite 2 fois. Non, il y a déjà eu Héloïse Junier, mais voilà, toi tu étais au tout début de ce podcast il y a 3 ans et demi et donc tu fais ton retour parce que tu viens de sortir un livre, donc le Mommy Brain. Et j'aurais aimé déjà que tu puisses expliquer sur quoi tu travailles, toi, dans tes recherches à l'université de Rennes. Oui, je suis très intéressée par le changement dans le cerveau avec la maternité, la santé mentale périnatale, mais aussi comment le traitement, l'antidépresseur a fait le cerveau de la mère. Et j'ai commencé dans ce domaine de recherche quand j'étais étudiante master et continué dans ce thème parce que je trouve que c'est vraiment important.
Mais spécifiquement, mes recherches se concentrent sur le hippocampe de mère. Et le hippocampe, c'est une région dans le cerveau très importante pour mémoire, mais aussi pour le stress et la dépression. Et je suis très intéressée par cette région parce qu'il y a beaucoup de modifications avec des hormones aussi et pendant la maternité. Aussi, je suis très curieuse de comprendre le changement à le niveau des neurones dans le hippocampe pendant la grossesse et le postpartum et en lien avec le comportement maternel et le changement dans les hormones. Ça c'est mes recherches spécifiquement, c'est dans ce domaine. Mais bien sûr, j'ai fait des reviews sur le thème de neurobiologie, dépression postpartum et aussi le changement dans le cerveau pendant la grossesse et postpartum aussi. C'est super intéressant pour moi et pour tout le monde, j'espère. Du coup, ça fait combien de temps que tu t'es intéressée au cerveau maternel? Combien de temps? J'ai commencé avec mes études master déjà 20 ans. I know, but je suis jeune, OK? Mais non, j'ai été toujours intéressée par la biologie de la parentalité et maternité. Quand j'étais petite, j'ai habité dans une petite ferme et il y a toujours les mamans et les petits dans le printemps et le comportement pour moi, c'est super cool chez les animaux et chez les humains aussi. Et ça c'est le base peut-être pour moi. Toute ma vie, j'aime beaucoup le comportement parental. Le comportement, ok. Ouais. Chez les animaux, ça t'a intéressé déjà toute petite. Et aussi les humains, bien sûr. Après mes thesis doctorales, j'ai été vraiment intéressée par la dépression postpartum et le changement dans le cerveau de mère et pourquoi il existe. Ouais. Ok. Ouais. On va en parler dans quelques instants, ça, du cerveau des mères via la dépression du postpartum. Donc, tu as sorti un livre il y a quelques jours, quelques semaines, qui s'appelle Le Mommy Brain. Et je suis trop contente. Bon, je suis très honnête parce qu'on en avait beaucoup discuté en 2019 où je te disais, il n'y a rien. Pourquoi en français, il n'y a rien sur ça? Tout est en anglais. Toi, tu écris en langue anglaise, évidemment. Et donc, je suis trop contente qu'en 2022, enfin, tu aies sorti ce livre. Donc, merci de l'avoir fait. Oui, merci à toi pour tout aussi, pour la motivation de commencer avec un livre. Oui. De rien. Avec grand plaisir. Et donc, tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi le Mommy Brain? Ah oui, le Mommy Brain, oui. Le Mommy Brain, c'est une petite phrase très reconnue dans le pays anglo-saxon. Il a les autres noms, Baby Brain, Pregnancy Brain, Momnesia, par exemple. Et Mommy Brain, c'est une phrase pour exprimer l'expérience de changement de mémoire ou les déficits de mémoire que les mères ressentent. Bien sûr, on sait 80% des mères ressentent ou disent avoir un déficit de mémoire. Et ça, c'est beaucoup de femmes qui expérimentent des changements dans le cerveau. Mais beaucoup de temps, quand on pense du cerveau et de la maternité, on pense du déficit de mémoire. Et pour moi, ça, c'est intéressant, mais il y a beaucoup de changements dans le cerveau importants pour la maternité, pour le comportement parental. Mais bien sûr, le Mommy Brain est quelque chose vraiment reconnu. Et pour la recherche, c'est pas clair exactement le changement. On sait si une mère enceinte, par exemple, vient au labo et fait le test de mémoire au labo, en général, tu vas bien. Mais peut-être il y a un petit déficit pour les mots, la mémoire pour les mots, ou la mémoire pour le jeu, le mémoire travail, le working memory. Mais en général, au labo, tu vas bien. Et aussi, il y a une augmentation pour la mémoire pour quelque chose d'important pour l'enfant. Mais j'ai une étude que j'ai fait avec mes collègues où la femme enceinte fait le test au labo. Super, ok, tu vas bien. Et elle fait le test de faire chez elle. Mais quand elle fait le test chez elle, elle a un problème avec la mémoire. Mais les femmes qui n'étaient pas enceintes, tout va bien. Ça, c'est une mémoire spécifique, c'est une mémoire prospective.
parce que mémoire, c'est vraiment divers. Il y a beaucoup de niveaux ou types. Mais c'est intéressant pour moi parce que je pense que c'est quelque chose dans l'environnement chez elle, peut-être la charge mentale qui intéresse avec la mémoire. Ça, c'est une idée on doit continuer d'investiguer, je pense. On a besoin beaucoup de sciences. Mais aussi, je pense qu'il y a un autre truc qui joue un rôle. On dit en anglais plays a role, mais c'est l'histoire. Les mères, les femmes n'étaient pas considérées intelligentes. Je pense aussi, et je pense que cette histoire peut nous rendre hyper conscients de le changement de mémoire avec la maternité. Ça c'est une autre... Oui, tu penses qu'il y a plusieurs facteurs, en fait. Il y a le facteur environnemental, donc la charge mentale, qui fait qu'on oublie plus de choses quand on est chez nous parce qu'on a une autre pression, et le facteur sociétal, où on a cette image qui nous est renvoyée que nous, les femmes, on n'est pas assez intelligentes, ou en tout cas, on est ce qu'on appelle le sexe faible, malheureusement, et donc on l'a intégré, et donc ça accentue ces difficultés mémorielles et qui se passent dans le cerveau. Oui. C'est fou. Oui, je pense que ça, c'est l'idée. Et je pense aussi avec le charge mentale, c'est vraiment complexe, je pense. Mais il y a les idées maintenant pour la mère, la maternité, c'est quelque chose vraiment impossible de faire parfaitement. Parce qu'il y a beaucoup des idées. C'est l'institution de motherhood. C'est nécessaire d'être, juste comme ça. Et c'est possible de faire tout toute seule. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas OK. Je pense qu'il y a beaucoup de petits influences, pas petits, gros, peut-être, qui intéressent avec la mémoire. Oui, et la perception pour le cerveau de la mère. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on tombe enceinte? Est-ce que dès le début de la grossesse, on a des modifications dans le cerveau? Oui, OK. En général, quand on parle de changement dans le cerveau pendant la grossesse et le postpartum, chez les femmes, c'est important de comprendre qu'il y a deux thèmes. Changement dans la taille et changement dans la functional activation. Et bien sûr, il y a beaucoup de changements à le niveau moléculaire aussi. Chez les femmes, je vais expliquer ça pour maintenant. Parce que je pense que ça, c'est vraiment important. Ça, c'est toujours le headlines. On voit la mère perdre la tête diminuer. Voilà. Je voudrais clarifier ça maintenant. La taille. OK. Pendant la grossesse, ou avant la grossesse, de le postpartum, on sait que la taille diminuait un peu. La taille globale de le cerveau diminuait peut-être 4%, pas 15%, pas 20%, pas 70%. C'est juste 4%, peut-être. Ça, c'est une petite étude. C'est la première étude qui montre le changement avec la taille pendant la grossesse. Mais maintenant, on sait, si on fait la recherche et regarde la région dans le cerveau important pour le comportement social, le parental, il y a diminution, un change, c'est le cerveau, cette région, ces régions diminuées 1% pendant la grossesse. Mais on pense 1%, ça c'est pas super grave. Mais pour moi, la taille et la fonction, les deux sont différents. 1%, ça c'est en fait, sur les études comme ça, l'imagerie, c'est vraiment significant. Et aussi, le changement, c'est vraiment consistant pendant la grossesse. C'est adaptation, c'est normal, c'est en préparation pour le postpartum. Et aussi, on sait le changement dans la taille, la diminution de taille de ces régions dans le cerveau sont importants. C'est nécessaire pour l'attachement de mère-enfant. Et c'est pas en lien avec changement dans la mémoire. Ça, c'est important. On dit c'est fine-tuning. Le cerveau marche bien, il est plus efficace avec ce changement. Mais quelquefois, on pense que le changement, on perd les neurones. On donne les neurones pour les enfants. Il y a un échange. Mais bien sûr, il y a le changement dans la structure de neurones. On sait, mon recherche et les recherches de les autres chez les animaux montrent que la diminution de taille est parce que il y a diminution dans le microglia,
pas le neuron, mais le microglia, mais aussi à le niveau de neuron, il y a changement dans la complexité, mais aussi il y a une augmentation dans la capacité de communiquer avec les autres neurones. Ça c'est important de comprendre. Et il n'y a pas, pour maintenant, on ne trouve pas sur la science un changement dans le mort des neurones. Je ne sais pas si ça c'est correct de dire ça. C'est quoi le changement dans les morts? Death of the neurons. There's no death of the neurons. Quelquefois, on dit on perd pas des neurones en fait. Ils meurent pas. Oui, on perd pas des neurones, mais si on regarde la production de le nouveau neuron, il diminuait un peu. Okay, donc on renouvelle pas autant que d'habitude. Oui. C'est un peu complexe, mais je pense que c'est nécessaire de comprendre le changement. C'est pas la diminution dans la taille du cerveau, c'est pas parce qu'on perd les neurones. C'est un changement dans la complexité des neurones, la communication et aussi avec les autres cellulaires qui existent dans le cerveau. Ça c'est vraiment important. Quelquefois, j'ai entendu, perdre les neurones, on perd les neurones. Like, non, ça c'est pas qu'elle existe dans le cerveau de la mère. Ok. Ouais. Ok. Alors ça, on a parlé donc. Ça c'est le taille et j'ai oublié la fonction. Vas-y, raconte-nous les fonctions alors. Oui, la fonction, ça c'est un autre thème ou un autre changement. Et la fonction, c'est vraiment augmenter quand on voit notre enfant, par exemple, ou un enfant en général, dans la région dans le cerveau important pour l'attachement ou pour le comportement parental. On voit changement dans la région importante pour la motivation, par exemple, empathie, la compréhension de besoins d'enfants. Et ça, c'est important de savoir aussi parce que l'activité, le changement ou l'augmentation de l'activité dans beaucoup de régions du cerveau change postpartum et avec l'expérience avec l'enfant. So, c'est nécessaire d'avoir l'expérience de son enfant. Et ça, c'est le 2, le taille et l'activation, c'est comment on apprend le comportement parental. Donc, il y a aussi tout un enjeu là-dessus. Ce que tu dis dans ton livre, c'est l'expérience joue beaucoup. Et bon, on va en parler après, mais c'est vrai que pour l'instant, même si toi, ça fait 20 ans que vous étudiez ça, il reste encore énormément de champs à découvrir et de façons, parce que être mère, on le sait tous et toutes, et en fait être père aussi, c'est très personnel. Donc il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Est-ce que tu peux nous raconter en revanche les choses incroyables du coup maintenant que fait la mère pour faire survivre son bébé une fois qu'il est né en postpartum? Parce que je crois qu'on a toutes plus ou moins eu cette sensation de gros brouillard dans le cerveau. Le brouillard du cerveau. Oui. Et ça c'est... Oui, j'ai la note ici pour ça aussi, j'ai oublié. Oui, pour moi, c'est vraiment incroyable. Pour moi, je voudrais que change notre perception de le cerveau mère. Ça, c'est pourquoi je pense que c'est nécessaire de parler le changement incroyable. Pour moi, c'est vraiment incroyable de prendre le comportement parce que c'est nécessaire de garder un bébé vivant. Ça, c'est vraiment, big deal, OK? Je pense que tout le temps on oublié l'importance de cette partie de notre vie ou la vie de parents. C'est important de donner la prochaine génération, bien sûr. Et pour moi aussi, c'est le grossesse et le postpartum, c'est une période où dans le cerveau, on voit le cerveau est le plus plastique. Une adulte, par exemple, il change beaucoup et c'est nécessaire d'apprendre le comportement parental, bien sûr, mais c'est incroyable de voir, pour moi, c'est incroyable de voir tout le changement à le niveau moléculaire et aussi le function, la taille. C'est incroyable d'avoir beaucoup de changements à la même fois. Pour moi, ça, c'est super intéressant. C'est super important de parler de ça parce que c'est nécessaire d'avoir le changement bien sûr, pour apprendre le comportement parental. Et pour moi, ça, c'est incroyable. Ok. Non, mais c'est intéressant. Et tu dis aussi, c'est l'importance aujourd'hui de comment on voit
le changement dans le cerveau des mères. Pendant longtemps, on a stigmatisé et on a dit que c'était finalement négatif. Alors que toi, dans ton livre, ce que tu expliques, et page après page, c'est que le mommy brain, c'est fabuleux, c'est un super pouvoir. Oui, c'est un super pouvoir parce qu'il a la capacité de garder un enfant vivant. Oui, pour moi, ça, c'est super cool de faire ça. Beaucoup de changements pendant la grossesse. On a besoin beaucoup de recherche dans ce domaine, bien sûr, dans la grossesse, spécifiquement de voir le changement dans chaque trimestre. Mais pour moi, je pense, wow, c'est super cool. Et si on pense, la parentalité, le comportement, c'est nécessaire d'avoir l'empathie, la régulation des émotions, faire les décisions, comprendre le besoin des enfants, et aussi il y a les autres émotions, le changement avec le relationship, dans le couple, l'amour et tout. C'est change de sa vie, bien sûr, d'être parent. Et le cerveau, il est là pour d'aider nous. Ouais. Pour nous aider, oui. Oui, pour nous aider, merci. Je voudrais dire quelque chose aussi. Du coup, est-ce que toi, tu étudies principalement et uniquement sur des rats, donc les femelles rats, ou est-ce que tu étudies sur des cerveaux humains, donc des femmes? Parce que quand j'écoutais toutes les études qui avaient été faites récemment, quand tu as organisé le Parental Brain Congrès, voilà, la plupart de tes collègues parlaient sur le rat. Et donc, vraiment, c'est une question, est-ce que vous faites aussi sur les humains? Oui, OK. On utilise les rats chez les animaux parce que c'est possible de prendre le cerveau, bien sûr avec les éthiques, de faire les études à le niveau moléculaire. Ça, c'est pourquoi on utilise les rats ou les souris, parce que de faire ça chez les humains, c'est pas possible. En général, chez les humains, c'est juste possible de voir le taille avec la technique de l'imagerie, mais ou le function, l'activation de le cerveau, ou du cerveau. Mais chez les rats, par exemple, on peut prendre le cerveau, regarder les neurones, les récepteurs et beaucoup de changements dans le cerveau, mais aussi c'est possible d'avoir le contrôle pour l'expériment et de manipuler quelque chose. C'est possible de donner quelque chose directement de la mère et voir le cerveau pour le changement. Et ça, c'est possible chez les animaux. Bien sûr, avec l'éthique, c'est pas possible de faire tout, mais ça, c'est pourquoi on utilise les animaux. Mais c'est important de comprendre que le cerveau chez les mammifères, il est vraiment similaire. C'est la même région qui fait le même comportement, par exemple. So, pour l'amygdale chez les humains, chez les rats, il est pour la même réponse ou le même comportement en général. So, ça, c'est l'idée. Donc, on peut utiliser les animaux de produire ou prévoir le fonction à le niveau neuromoléculaire chez les humains. En revanche, ce que tu dis, c'est qu'en faisant ça, on se limite juste sur un aspect, et on en a parlé juste avant, c'est que l'environnement, les expériences, là, chez les rats, on ne peut pas les avoir. Et tu le dis plusieurs fois que le cerveau humain, et nous sommes une espèce très complexe. Oui, je pense que c'est vraiment complexe. Il y a beaucoup de niveaux de changement. Et ça, c'est important. Ça, il existe chez les rats, mais il existe chez les humains. Je pense aussi chez les femmes, il y a l'environnement. Et bien sûr, on peut manipuler l'environnement chez les animaux aussi, pas à le niveau de notre vie. Et ça, c'est important parce que nous avons un autre domaine, une autre expérience, et c'est pas la même chez les animaux, ou chez les animaux au labo, spécifiquement. Ça, c'est important. Avec les animaux, on peut faire les études vraiment spécifiquement, de donner les idées pour le changement dans le cerveau, mais bien sûr, chez les femmes, les humains sont compliqués. C'est différent. Ça, c'est important de réfléchir aussi quand on fait les études. Dans ton livre, tu expliques et tu parles est-ce que ça existe le cerveau masculin ou le cerveau féminin? Tu expliques bien que c'est très, très complexe de voir une différence dans le cerveau. Est-ce qu'en revanche, on peut parler d'un cerveau paternel et un cerveau maternel? Est-ce que là, il y a une différence? Oui.
Oui, je vais parler mère et père. Le sexe de le cerveau, ça c'est peut-être un autre podcast avec un expert de ça. C'est vraiment complexe, mais en général, oui, c'est la mère et le père. Et je voudrais voir beaucoup des études dans ce domaine. Quelquefois, on a les études de voir le changement chez les mères ou chez le père et pas beaucoup de temps la comparaison. Ça, c'est important de faire. Mais en général, on sait que, OK, pendant la grossesse, chez la mère, bien sûr, la taille diminuait 1%. Ça, c'est pas évident chez le père. Il diminuait un peu, mais pas à le même niveau. Ça, c'est la différence. Mais pour les activations, je pense les études montrent que il y a le changement d'activation, la fonction de leur cerveau, c'est dépendant dans leur expérience. Si la mère ou le père est le parent primaire, on voit le même niveau d'activation dans l'amygdale, par exemple. Mais aussi, il y a une petite différence aussi. Peut-être c'est quelque chose, peut-être le couchement change quelque chose, ou il y a quelque chose de différent avec la mère qui a fait la grossesse. Mais en général, on peut avoir presque la même fonction dans la mère et père, dans le cerveau, si on a la même expérience. Ça, c'est l'idée. Oui, ça, c'est vraiment important. C'est important. Oui. Donc, le congé parental est très important. Oui. Et ça, c'est important aussi pour les parents adoptifs, par exemple. C'est pas nécessaire de faire l'accouchement, d'être un parent, d'avoir un cerveau parental. Ça, c'est vraiment important. Oui, bien sûr, peut-être le sexe d'être une mâle ou femelle, il joue un petit rôle. C'est pas exactement le même, le changement dans le cerveau. Mais bien sûr, l'expérience, ça, c'est important. L'expérience avec l'enfant peut changer le cerveau. Bon, du coup, je suis obligée de te poser cette question et t'en parles d'ailleurs. Tu cites une de tes collègues qui parle sur le plan biologique de l'instinct maternel, parce qu'on en parle beaucoup. Est-ce que ça existe vraiment ou est-ce que ça rejoint ce que toi tu fais comme étude? L'expérience, ça vaut tout. Oui, l'instinct maternel, je n'aime pas cette phrase en général parce que c'est souvent on pense après l'accouchement avec un petit boom, la mère, elle peut prendre soin de l'enfant parfaitement. Oui, ça c'est l'instinct. Et ça c'est pas vrai. On a besoin de l'expérience, l'interaction. Mais je pense pendant la grossesse, par exemple, la biologie, le change d'hormones, peut-être, ça c'est mon idée, sont nécessaires pour la préparation de apprendre le comportement. Peut-être la mère change avec le changement dans la physiologie. Elle trouve le petit vraiment attractif. OK? Et je pense, et pour moi, c'est évident par perspective évolutionnaire, que ça c'est normal, on a la grossesse. Bien sûr, c'est nécessaire après d'avoir quelqu'un qui peut soigner l'enfant. Oui, pour moi, ça c'est la biologie, la préparation, il est là. Mais, OK, peut-être, et on a besoin des études, mais peut-être la mère, après l'accouchement, le cerveau change très vite en réponse de l'enfant. Mais peut-être le père, il a besoin plus de temps. Mais en général, je pense le maternal instinct ou la biologie, on change pendant la grossesse en préparation de apprendre le comportement parental. C'est pas automatique. Et ça, c'est l'idée pour moi. Oui, donc en fait, c'est pas inné, c'est que notre corps se prépare pour apprendre. Oui, notre corps et cerveau, c'est une préparation d'apprendre. Et il change d'apprendre, mais c'est nécessaire de faire les erreurs. Et oui, c'est process et interactions, c'est nécessaire d'apprendre le comportement parental. Mais le cerveau, il est prêt de faire ça. Ok, c'est intéressant de voir comment ça se met en place tout ça. Alors là, on a parlé dans le cas où le lien mère-enfant, père-enfant se fait de façon non pathologique, de façon saine.
Est-ce que maintenant tu peux nous parler du lien entre la dépression du postpartum et notre cerveau? Qu'est-ce qu'on observe? Donc, quand justement ce lien se fait pas, j'imagine? Oui, OK. La santé mentale périnatale est vraiment importante, je pense. Et on sait maintenant 15% les femmes ont problème avec la maladie. Voire plus, hein? Encore plus. Oui, j'ai dit 15 parce que, OK, ouais, on peut discuter de ça. Ben, je pense que oui, et si on parle avec le psychiatre, c'est pas le même niveau parce que c'est pour le diagnostic. Et je pense qu'on a besoin de comprendre quelle est normal et quelle est une maladie. Ça, c'est nécessaire. Ben, bien sûr, on peut dire quoi, 20%? 20%, je crois maintenant. On commence à dire 20%. OK. Ouais. OK. Et c'est pas juste dépression, anxiété, il y a beaucoup de maladies. Et pour moi, quand je pense, OK, une maladie mentale, je pense le cerveau. Il change, bien sûr, pourquoi pas. Mais j'ai fait une étude, une review de la recherche en 2017 de ce domaine, la neurobiologie de la dépression postpartum et l'anxiété postpartum aussi. Et j'ai fait avec mes collègues cette étude et chez les femmes, à l'époque, là, peut-être maintenant c'est un peu plus, presque 20 études. 20 études. So 20% des femmes ont un problème postpartum et juste 20 études sur le domaine de neurobiologie spécifiquement. Pour moi, oui, ça c'est catastrophe. Peut-être ça c'est, anyway, ça c'est un problème, OK? Mais les études montrent que bien sûr, il y a le changement dans le cerveau, dans l'activation, je parle activation, chez les femmes avec la dépression postpartum. Et c'est dans la région, quelques régions, la même région importante pour le comportement parental. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième est, oui, bien sûr, le changement dans le cerveau avec la dépression postpartum. Et les régions impliquées sont les mêmes régions impliquées dans la dépression à les autres fois dans la vie. Ça, c'est important aussi. Mais l'activation dans ces régions importantes pour la dépression postpartum est différent, on voit maintenant, et un peu différent que l'activation à une autre fois, ou avec dépression à une autre fois dans la vie. Et pour moi, ça, c'est important de c'est parce que c'est nécessaire peut-être de changer le traitement ou l'intervention ou d'avoir quelque chose de vraiment spécifique pour le cerveau de la mère avec la maladie mentale périnatale. Et pour moi, ça, c'est important. On a besoin beaucoup de recherche dans ce domaine, mais ça, c'est j'espère en avoir plus dans les prochains 5 ans peut-être. Et aussi, je voudrais dire, c'est tout le temps, on parle, oui, c'est les hormones, bla, bla, bla. Mais pour le changement dans le cerveau, jamais nous avons une étude chez les femmes avec un lien entre le cerveau, le changement dans le cerveau, l'activation, hormones et la dépression. Ça, c'est important. C'est complexe, mais on a besoin beaucoup de recherche. Et oui, c'est important de comprendre, c'est pas toujours le changement de hormones. On a besoin de faire plus de recherche dans ce domaine. Donc là, vous n'arrivez pas encore trop à savoir ce qui change dans le cerveau à ce moment-là. C'est différent d'une dépression classique, dans un autre moment de vie. Mais il n'y a pas encore assez d'études pour montrer ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il y a. C'est ça, si je comprends bien? Oui, il y a juste une étude qui fait vraiment la comparaison avec la mère avec la dépression et les femmes avec dépression à une autre fois dans la vie. Et, bien sûr, l'expérience postpartum, c'est différent avec la maladie mentale parce qu'il y a un enfant. Et ça, c'est vraiment une autre, donner un autre environnement. Mais on sait, en général, si on voit l'amygdale, par exemple, que ça, c'est vraiment important pour les émotions, on voit chez les mères avec le postpartum une augmentation dans l'activation de l'amygdale si elle voit son enfant ou un autre enfant. Mais si donner une photo d'un autre enfant
de quelqu'un, une femme qui a la dépression à une autre fois dans la vie, elle n'est pas une mère, elle n'a pas le même niveau d'activation dans l'amygdale. C'est vraiment important de considérer l'impact de l'enfant dans le cerveau, sur le comportement, le cerveau parental intérêt avec le cerveau pour la dépression, par exemple. Ça, c'est vraiment important. On a besoin beaucoup des études avec la comparaison directement. L'idée, c'est qu'il y a unique changement dans la neurobiologie avec les maladies mentales périnatales. D'accord. Donc ça veut dire aussi que, en fait, voir un enfant, ça active du stress pour des mères qui sont en dépression du postpartum? Stress, oui. Pour les études neurobiologiques, je ne sais pas, il n'existe une étude spécifiquement de voir le changement dans le cerveau avec l'enfant et le stress. Oui, et peut-être on peut dire le changement dans l'amygdale, c'est un stress, c'est indiquer un stress. Et pour, on a quelques mères avec dépression qui a le stress, qui sont anxious avec l'enfant et les autres, non. Chez les mères, c'est vraiment divers, je pense, la dépression. C'est complexe d'avoir les études, de comprendre tout le changement dans le cerveau. Et bien sûr, on a besoin de faire la recherche. Oui, c'est le stress. Peut-être le petit est stress, pas pour tout le monde, quelquefois, la mère qui a la dépression. Oui, aussi, je pense, le stress, c'est OK. C'est pas toujours mal d'avoir un petit peu de stress, mais dans ce cas, l'idée d'avoir un enfant, c'est impossible de comprendre comment elle peut soigner l'enfant si elle est malade. Ok. Tu t'es aussi intéressée dans ce livre, et c'est la première fois, tu vois, que j'en entends parler, des grands-parents. Tu voulais savoir s'il y avait du changement chez les grands-parents, et notamment les grands-mères maternelles. Est-ce que ça apporte dans la vie d'une famille? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as découvert? Oui, il y a juste une étude dans cette semaine, et ça c'est un collègue aux États-Unis qui fait ça. Pour moi, je trouve c'est vraiment cool, c'est vraiment important d'avoir les études avec les autres, pas parents, mais les autres soignent l'enfant aussi. Mais pour moi, cette étude, chez la grand-mère, on voit dans cette étude, il y a une augmentation dans l'activation dans la région de le cerveau, du cerveau important pour l'empathie, et elle a une augmentation dans l'activation avec le petit enfant, mais c'était pas à le même niveau avec ses enfants ou son enfant. Il y a une augmentation dans cette région juste pour l'empathie. Mais pour moi, ça c'est cool de voir ça parce que peut-être c'est, I don't know, c'est cool de voir que le cerveau change dans les autres, et aussi la grand-mère, elle a l'activation dans le cerveau, dans la région importante pour le comportement parental, bien sûr, mais il augmente avec les petits enfants. Pour moi, ça c'est cool. Le neurocircuit parental a été réactivé, mais un petit peu plus dans la région, l'insula, la région importante pour l'empathie avec le petit enfant. Ça c'est cool pour moi. C'est cool. Non? C'est cool. Oui, c'est cool, carrément. Carrément, c'est cool, oui. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, parmi le nombre d'études que tu cites, on trouve très peu d'études longitudinales? Ça veut dire qu'elles sont faites sur le long terme avec beaucoup de patientes. Et pourquoi est-ce que toutes les recherches sur les parents, ça reste encore vraiment sous-traité? Ça, c'est une bonne question. OK, premier point, on a besoin beaucoup d'argent de faire les études longitudinales et les participants. Et quand on fait la recherche avec les parents, avec les petits, c'est toujours difficile d'avoir les participants au labo, quelquefois. Ça, c'est difficile. Et pour, beaucoup de visites. Ça c'est les études longitudinales. C'est possible, bien sûr, mais quand on fait la recherche dans le cerveau ou faire l'imagerie, ça, c'est vraiment très, très cher d'utiliser cette technique.
Et je pense c'est toujours le money pour recherche. L'argent, c'est vraiment important de faire la recherche. Le deuxième point, peut-être ça, c'est le deuxième et le premier. Quand j'ai commencé dans ce domaine, j'ai été à congrès de Society for Neuroscience avec mon petit abstract poster, avec le changement dans le cerveau, avec la maternité, le hippocampe, le neurogenesis, c'est super cool, whatever. Mais c'était un petit peu une blague pour les autres. C'est pas sérieux. Peut-être c'est pas la science sérieuse. Oh, ça c'est rigolo, ça c'est mignon, bla bla bla. Quelquefois j'ai la perception c'est pas quelque chose d'important. Maintenant il change, mais quand j'ai commencé, c'était quelque chose de mignon. OK, mais c'est pas vraiment sérieux, vraiment important. Bah, je pense que ça c'est le problème avec la société. On pense que la maternité c'est quelque chose pas important. Ou c'est important pour les petits d'avoir une mère qui a la santé, bonne santé. Ça, c'est toujours, on a les études de comprendre le développement de l'enfant, bla, bla, bla. Mais pour la maternité, pour la mère, le cerveau de la mère, on a besoin de recherche et c'est vraiment important de comprendre le changement dans le cerveau pendant la grossesse et le postpartum. Mais je pense qu'il y a... du sexisme. C'est ça que tu veux dire. Il y a du sexisme. Oui. Et maintenant... Et c'est bien parce que, OK, il y a beaucoup des études neuroscientifiques avec les pères. Et ça, c'est cool, OK. Les mères, come on, let's go. I mean, on a besoin de recherche dans les mères aussi. Et pas juste pour comprendre le développement d'enfants. Oui. So, OK. Oui. Sexism. Yeah, in research. On attend. Dernier point, tu expliques dans ton livre, dans le dernier chapitre, qu'on peut prendre soin de son cerveau parental. Est-ce que tu peux expliquer comment on fait? Ah oui, c'est possible de soigner son cerveau parental, bien sûr. Ben, c'est important. C'est important de comprendre il y a beaucoup de changements dans le cerveau. OK, c'est normal, important. Le cerveau change, c'est bien de savoir. Mais aussi, le cerveau, il a besoin de soins aussi. Et quelquefois, quand je pense, OK, comment on peut soigner le cerveau, je pense le basics, la base, sommeil, nourriture, mouvement, bouger, prendre une petite promenade dehors si possible, et le plaisir, enjoyment, relaxation, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est pas facile d'avoir dans notre vie parentale, mais pour moi, je parle quelquefois avec mes clients c'est possible de changer un petit peu aujourd'hui ou cette semaine, peut-être 5 minutes avant ou trop dans la nuit pour sommeil. Non, oui, c'est correct. Peut-être, oui. Je voudrais, oui, c'est important de réfléchir dans le quatre domaines, mais c'est difficile de changer l'idée et pour les essentiels. On parle le sommeil, le mouvement, la nourriture et d'avoir plaisir, peut-être avec des amis, quelque chose comme ça. Ça, c'est important pour le cerveau. Mais ça, c'est pas toujours facile avec un enfant d'avoir tout ou de changer ça. Et quelquefois, je parle avec mes clients d'essayer de changer quelque chose un petit peu. Peut-être un truc. Peut-être chaque jour, faire une petite promenade dehors, quelque chose comme ça. C'est difficile et je pense que ça, c'est un autre problème de notre société. On a besoin de support, on a besoin de beaucoup de soutien, oui. Oui. Et si la mère est toujours toute seule, c'est impossible de changer ça et donner le cerveau quoi il a besoin. Puis tu parles du sommeil. On est tous contents quand on est parents de jeunes enfants parce qu'on sait que le sommeil, c'est pas super. Le sommeil, c'est toujours un problème, mais le sommeil, c'est médicament pour le cerveau, bien sûr. Et ça, c'est pourquoi j'ai parlé avec une amie l'autre jour et elle m'a dit, c'est nécessaire d'avoir 3 adultes minimum pour chaque enfant. Parce qu'on a besoin de quelqu'un, pour nettoyer la maison, pour garder l'enfant et l'autre pour dormir.
Oui, c'est difficile d'avoir un enfant. Très, très difficile, c'est vrai. Oui. Bon, et ma dernière question, c'est pour toi, ça dure combien de temps le postpartum? Est-ce qu'on est toute la vie en postpartum Le postpartum. dans notre cerveau? Pour moi, on sait le cerveau change tout le temps. Ça, c'est mon idée maintenant. Après, je vois la recherche. C'est le cerveau change avec la parentalité, bien sûr. Mais il continue de changer toute la vie, je pense. Le cerveau, dans le premier mois postpartum, il n'est pas le cerveau 10 ans après, mais bien sûr, d'être un parent change le cerveau pour toute sa vie. Donc, on peut dire qu'on est en postpartum toute sa vie, finalement, parce qu'on est en après-accouchement, Oui. après le partum, toute la vie. Oui, peut-être. Pour moi, oui, quelquefois, postpartum, oui. Quel est le postpartum? 1 an, 4 ans, 10 ans. En général, on pense peut-être en 3 ans, quelque chose comme ça. Les effets, la matrescence change sa vie pour toute la vie. Oui, la matrescence change sa vie. Yeah. Et patrescence. Et la patrescence aussi. Ok. Merci beaucoup, Jodie. Cette fois, on a réussi à le faire en français. Je sais que ça te demande beaucoup d'efforts, donc merci. Je tiens à dire que tu as un mini accent belge quand tu parles et un peu canadien. Donc, t'es canadienne, mais c'est drôle. Oui, mon mari, il est belge. C'est pour ça. Parce que tu dis 70, c'est 70, tu sais, en France. Ah oui, pour moi, c'est facile, 70. Ah, oui. 70, c'est bizarre, 99, c'est quoi ça? Simplifier les numéros. Ah, et ton cerveau, il aime pas ça, tu vois. Voilà, la plasticité. Merci beaucoup, Jodie, pour toutes ces explications. Et puis, j'ai hâte que la recherche avance et que je puisse aller interviewer encore plein d'autres de tes collègues, j'espère des francophones, pour découvrir encore plus de super pouvoirs du cerveau parental. Merci beaucoup, Jodie. Ciao. Merci à toi. C'était Jodie Pawlowski, neuroscientifique et autrice du livre Mommy Brain aux éditions Larousse. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles et à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Le podcast vient de reprendre, vous l'avez noté, et si vous n'avez pas encore écouté les 2 derniers épisodes inédits, filez sur le site www.lamatrescence.fr pour découvrir une interview avec Aurélia Blanc, une journaliste sur le féminisme et la maternité, et un autre sur le modèle familial avec les séparants. Qu'est-ce que c'est les séparants? Je vous laisse écouter pour découvrir. Cet épisode a été réalisé par Mini Minois. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.